Bien, nous avons donné le clap de départ, donc nous allons pouvoir commencer ce workshop qui a pour thème la 5G. Alors, est-ce que la 5G va rebattre les cartes de la téléphonie, des wearables et de la maison connectée? Alors que la 4G n'est pas encore totalement déployée en France et dans le monde, voici que la technologie suivante, celle de la 5G, arrive sur le marché. En fait, arrive du moins en parole et dans les présentations qu'on peut voir ci et là, car ce n'est pas encore demain, ni même à la fin de cette année, ni même à la fin de l'année prochaine, que vous allez pouvoir souscrire un abonnement 5G auprès de votre opérateur préféré. La norme n'est pas encore tout à fait finalisée dans sa définition technique. Il faudra encore un petit peu de temps pour qu'elle le soit. Et encore un peu plus de temps pour qu'elle soit déployée sur le terrain et accessible aux abonnés. En France, on l'annonce à l'horizon 2020-2021. On aura l'occasion de revenir là-dessus pour voir si on a plus de précision, parce que c'est un sujet qui avance, je dirais pas tous les jours, mais d'un mois sur l'autre, il y a parfois des évolutions. En tout cas, les opérateurs mobiles sont en train de tester la technologie, de tester les services et de travailler sur de nouveaux modèles d'affaires qu'elle permettra. Car la 5G offrira beaucoup de débit, plusieurs centaines de mégas effectifs par abonné. Elle est surtout annoncée comme étant nativement compatible avec les objets connectés. C'est-à-dire qu'elle pourra gérer avec les mêmes équipements le très haut et le très bas débit. Pour de quoi changer donc la téléphonie mobile, mais aussi nos objets connectés personnels et pourquoi pas notre maison connectée. Donc c'est ce que nous allons essayer de voir et de comprendre en compagnie de Jean Varaldi sur ma droite, donc qui est Business Development Manager chez Qualcomm. Bonjour Jean. Et avec Pierre Bonnard, qui est directeur du programme d'innovation et de 5G chez TCL Communications. Alors, j'ai esquissé très superficiellement en introduction la question, mais si on regarde de plus près, quelle est vraiment la promesse de la 5G en termes de performance par rapport à la 4G qu'on connaît aujourd'hui? Et je vais commencer par Jean Varaldi pour cette question. Bonjour. Alors effectivement, si on entend parler de la 5G dans le grand public depuis un an ou deux, en fait, les premiers travaux de la 5G ont débuté vers 2010 en normalisation et auprès des industriels. Donc en 2010, en fait, on est parti d'une feuille de route blanche et l'idée, c'était de travailler sur la prochaine génération qui devrait répondre à un nombre croissant d'objets connectés. Alors objets au sens large, c'est aussi un smartphone évidemment qu'un PC ou autre. On devait développer une technologie qui serait dite flexible. C'est un des griefs qu'on a pu faire à la 3G ou à la 4G, c'est qu'une fois qu'elle était standardisée, il était assez compliqué de rajouter des services ou de pouvoir, on va dire, modifier le standard. La 5G doit pallier à ce handicap qui était dans les générations précédentes. Et puis bien sûr, on avait une vision qui était d'un monde toujours plus connecté, toujours plus digital, et donc il fallait pouvoir toujours offrir plus de capacités. Et offrir plus de capacités, ça voulait dire aussi offrir des technologies qui permettaient d'utiliser du spectre qu'on n'utilise pas aujourd'hui dans le domaine des radiocommunications, qui est un spectre très élevé, on appelle ça le millimeter wave, le millimétrique, les ondes millimétriques, c'est 20 gigas et au-delà. Et donc, il a fallu développer des technologies spécifiques pour pouvoir utiliser ce type de spectre qui sera appelé à être utilisé par les opérateurs et d'autres acteurs. Donc, en termes de performance, ce qu'on pourra constater, c'est en termes de débit, dans un premier temps, x3, x4 par rapport à ce que vous connaissez et par rapport à l'état de l'art d'aujourd'hui. Donc, plusieurs centaines de mégas par rapport à... Plusieurs gigabits. Plusieurs gigabits effectifs par abonné. On en parlera entre les débits théoriques et les débits perçus. Mais on parle de plusieurs gigabits, donc x3, x4 par rapport à ce qu'on connaît actuellement. Et puis la norme 5G va évoluer, comme a pu évoluer la 3G ou la 4G. Et puis on devrait encore très largement améliorer ces débits dans les années à venir. Ça, c'est en termes de débit. En termes de latence aussi, la latence, vous savez, c'est le temps d'un aller-retour entre le réseau et le device. On devrait faire environ 10 fois moins que ce qu'on connaît actuellement. Donc vous avez une perception du temps réel beaucoup plus accrue que ce qu'on peut connaître actuellement.
On illustre souvent la latence en disant, voilà, quand on appuie sur le film YouTube, il part tout de suite. Donc voilà, ça c'est la différence. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec plusieurs centaines de mégas ou alors avec des gigas sur son smartphone? J'aimerais dire, aujourd'hui, sur la 4G, on a déjà des débits assez respectables. C'est très appréciable, effectivement, pour regarder des vidéos. La première demande, c'était ça, pouvoir faire démarrer tout de suite des vidéos. Qu'est-ce qu'on fait avec plusieurs centaines de mégas ou plusieurs gigas, comme vous le disiez, et quid alors? C'est plusieurs centaines de mégas ou des gigas qu'on va avoir directement? Ce sont des gigas. Des gigas. Donc en fait, il faut bien comprendre que dans un système radio, quand on parle de débit, c'est un débit partagé sur tous les utilisateurs qui se trouvent au même endroit. Donc quand on dit qu'un opérateur offre un réseau de 1 gigabit par seconde, par exemple, c'est pour l'ensemble des utilisateurs qui se trouvent au même instant, au même endroit. Donc s'il y a 2 utilisateurs, ils vont chacun avoir 500 mégabits. S'il y a 10 utilisateurs, ils vont avoir chacun 100 mégabits par seconde. L'intérêt d'avoir des smartphones qui peuvent aller jusqu'à 1 giga ou au-delà, c'est que vous allez utiliser le spectre ou les ressources mises à disposition par l'opérateur pendant un temps excessivement réduit. Et une fois que vous avez fini d'être servi, vous laissez toutes ces ressources à un autre utilisateur. Donc c'est beaucoup plus intéressant de servir chaque utilisateur à 1 gigabit par seconde ou 2 gigabits par seconde pendant un instant très très court. C'est beaucoup plus intéressant que d'offrir finalement 100 mégabits à chacun des utilisateurs pendant un temps beaucoup plus long. Généralement, vous avez un usage très, très ponctuel quand vous consultez une page ou consultez une vidéo. Et donc, d'un point de vue statistique, il est beaucoup plus intéressant de servir un utilisateur rapidement que d'étaler sur l'ensemble des utilisateurs sur un temps plus long. Vous connaissez les utilisateurs, vous leur donnez ça et ils le prennent et ils prennent beaucoup plus. C'est-à-dire que quand il y a eu les premières offres illimitées de voix, il y a des gens qui laissaient le truc ouvert, mais toute la journée, rien que pour dire voilà, je consomme tout. Alors pareil, là, si on peut charger une vidéo en 10 secondes, c'est peut-être pas juste une vidéo, ils vont en charger 100. Absolument. Donc, Absolument. En fait, l'usage de la donnée. Aujourd'hui, tous les opérateurs constatent que le volume de données mobiles fait entre x2 et x3 par an depuis quelques années. Dans la présentation précédente, c'était JFK, disait que le taux de smartphones premium augmentait. Et les smartphones premium, ils ont des contenus beaucoup plus riches en termes de vidéos et ainsi de suite. Et donc le volume des données ne cesse de croître et on a une on est assez sûr de nous en disant que sur les 4, 5, 6 prochaines années, le volume va continuer à faire x2 chaque année. Et ça, il faut pouvoir les servir. Et donc, rien que pour fournir le même type de qualité de service qu'actuellement, on a besoin de déployer de nouvelles technologies. alors Pierre Bonnard, justement, ces technologies, qu'est-ce qu'il manque pour qu'elles soient totalement opérationnelles? Parce que il y a plusieurs étapes dans l'élaboration d'une norme. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour dire go, on y va, on peut lancer? Alors c'est une question qui touche les terminaux, mais aussi les régulateurs, les opérateurs. On peut peut-être faire le tour, j'espère que je ne vais pas vous décevoir. Il reste encore pas mal de choses avant que ça arrive dans la poche de l'utilisateur final. Et vous l'avez mentionné tout à l'heure, des dates de 2020, peut-être 2021, pour que ça soit disponible largement. La norme, elle est quasi finie. On a une première version, il reste encore quelques points à améliorer pour pouvoir déployer dans tous les types de réseaux, mais il y a une première version disponible aujourd'hui. Donc je dirais que c'est peut-être le point le plus avancé. Pour les fréquences, les choses sont un peu différentes en fonction des régions. Il y a eu des allocations de fréquences très tôt aux États-Unis, par exemple, qui fait que les services vont pouvoir démarrer cette année, se déployer plus largement l'année prochaine. Donc on parle de services commerciaux en 2018. En Europe, ça a pris un peu plus de temps. On a aujourd'hui le spectre 3,5 GHz qui va être alloué cette année. Le spectre 700 MHz qui en Europe globalement va commencer à être réellement utilisable en 2020. Alors le 3,5 giga pour les amateurs d'histoire, c'était le WiMAX. Exactement, voilà. J'y ai travaillé. Ça n'a pas été un grand succès, mais ça a permis d'accélérer la 4G au passage. Donc le spectre va être alloué, mais il n'est pas encore disponible ni totalement utilisable sur toute l'Europe. Et pour ce qui est des ondes millimétriques, qui est donc la partie de spectre que mentionnait Jean Varaldi, où se trouvent énormément de fréquences disponibles,
Ce ne sera pas disponible en Europe, malheureusement, avant peut-être 2022. Donc on aura en Europe une version de 5G qui va reposer sur des fréquences plus basses, qui ne permettra pas d'apporter toutes ces capacités en termes de débit aux utilisateurs finaux. Donc l'Europe a travaillé ferme pour pousser les régulateurs nationaux à mettre aux enchères ces nouvelles fréquences. C'est en train d'arriver. Ensuite, il faut que les réseaux soient déployés. Donc là, c'est des gros investissements et c'est une question aussi de volonté des opérateurs nationaux de déployer la 5G. Et à nouveau, aux États-Unis, ça va assez vite. Ça peut aller aussi très vite en Asie, en Chine en particulier, où le panorama est un peu plus simple aussi, du point de vue du nombre d'opérateurs, de disponibilité des fréquences. En Europe, on parle des dates qu'on a citées avant, c'est-à-dire des déploiements à l'échelle de villes en 2019, puis des déploiements nationaux à partir de 2020 qui vont continuer pendant les années suivantes. On sera les petits derniers, si je comprends bien? On sera probablement un peu après les États-Unis et en même temps qu'une partie de l'Asie ou un petit peu la Corée sera en avance par rapport à nous, elle l'est déjà. La Chine peut aller relativement plus vite que l'Europe aussi. Oui. Ça c'est pour la partie réseau, oui. Mais ensuite il faut aussi bien sûr les terminaux. Oui. Donc ça c'est le métier de TCL avec les marques Alcatel, BlackBerry. Faire arriver les technologies le plus rapidement possible dans un marché le plus large, c'est-à-dire à des prix abordables. Et surtout, il faut miniaturiser. Moi, je me souviens, les tout premiers terminaux, si on peut dire, de 3G que j'ai eu, c'était la taille d'une armoire. Donc après, il faut arriver à faire rentrer ça dans un téléphone. Aujourd'hui, les technologies de composants, elles permettent déjà je laisserai parler Qualcomm peut-être et les gens sur le sujet, mais elles permettent de toute manière d'arriver à des petites tailles. Même si au début, ça sera peut-être un peu plus gros que ce qu'on a en 4G aujourd'hui. Non, je pense que le point le plus important, c'est lié au déploiement des réseaux, ça va être les coûts au départ. C'est-à-dire que si les réseaux ne se déploient pas rapidement et largement avec des engagements de volume, on va rester sur des coûts relativement élevés et des produits qui vont être assez premium. Et pour nous, pour la marque Alcatel, pour qui démocratiser la technologie, c'est le point important, on essaye d'insister avec les fournisseurs pour avoir une bonne perspective de quand la 5G va arriver sur des produits, les produits qui sont à entre 100 et 200 euros, pas les produits à 1000 euros. Parce que si on reste sur des gammes très premium trop longtemps, on ne peut pas non plus bénéficier de ce nouveau spectre pour véhiculer la vidéo qui, là c'est peut-être un point où je ne suis pas tout à fait en ligne, mais les contenus vidéo, ils sont aussi beaucoup créés, partagés, vus par les ados, par des gens qui n'ont pas forcément les téléphones les plus chers. Et il faut que la 5G rentre rapidement sur ces marchés-là. Donc les chips, les composants aussi, c'est un point important à des prix raisonnables pour pouvoir avoir un marché large. Pardon. Ok, alors les principaux promoteurs de la 5G, ce sont les opérateurs. On voit avec ces caractéristiques techniques de débit beaucoup plus important, faible latence, capacité à traiter une forte densité d'objets connectés. Vous qui travaillez en très grande proximité avec les opérateurs, quels sont les nouveaux usages qu'ils voient? Est-ce que c'est justement tout ça, à la fois objets connectés en nombre, applications qui demandent une grande réactivité et beaucoup de débit? Alors, dans un premier temps, le besoin, c'est de répondre à la demande de data qui est toujours croissante. Donc, je disais il y a quelques minutes, des volumes de données qui font x2 chaque année. Il faut servir cette demande. Et les technologies actuelles de 3G et de 4G ne le suffiront pas. Donc, la 5G est absolument indispensable. Il n'y a pas de débat sur ce sujet. Donc, ça, c'est le premier besoin. Ensuite, en termes de nouveaux horizons, il y a beaucoup d'activités dans les verticaux, dans ce qu'on appelle le B2B. La technologie 5G a des caractéristiques qui permettent des usages et des services qu'on ne connaissait pas en 3G ou en 4G et qui peuvent répondre à des besoins spécifiques de certaines industries. Alors, on parle évidemment beaucoup de l'automobile. C'est un secteur qui est très prometteur par rapport à la 5G, mais il y a aussi des activités industrielles. Encore un coup, la 5G est une technologie qui a pour vocation à être déployée par les opérateurs tels qu'on les connaît actuellement, mais c'est aussi une technologie qui peut être déployée par des acteurs industriels pour leurs propres besoins dans des bandes de fréquences qu'on appellerait, qui seraient non licenciées, mais c'est une technologie sur laquelle on peut déployer un réseau industriel pour les propres besoins d'un industriel ou opéré par un opérateur pour cet industriel.
Et dans les applications plus grand public, qu'est-ce qu'on pourra faire? Donc justement, ce débit très important, c'est peut-être aussi l'occasion de l'utiliser. On a des débits parfois supérieurs à la fibre, donc Alors, c'est d'abord un confort d'utilisation des services actuels. Après, je crois qu'on en parle un petit peu plus loin dans le workshop, mais il y a effectivement beaucoup d'activités autour de ce qu'on appelle l'Internet tactile, qui demande énormément de débit. On parle aussi beaucoup autour de réalité augmentée, de réalité virtuelle. Ça, c'est des choses qu'on va développer un petit peu plus tard on en parlera, mais on peut aussi l'utiliser à la place de la fibre pour connecter des foyers, par exemple, en technologie de réseau. C'est un autre usage qui est ce qu'on appelle l'Internet fixe, l'accès fixe mobile, où en fait, pour certaines zones géographiques sur lesquelles il n'est pas forcément pertinent de déployer de la fibre, on peut effectivement penser à utiliser la 5G d'un point de vue fixe, donc entre un émetteur et un récepteur qui serait sur votre toit, par exemple, à la place de votre antenne, et qui vous apporterait des débits de l'ordre du gigabit, l'équivalent de ce qu'on a en fibre. Qu'est-ce que vous voyez? Donc ça, il y a les usages opérateurs, il y a ce que vous faites dans vos labos, parce que là, je pense qu'on peut imaginer, si on laisse faire les ingénieurs faire joujou avec cette nouvelle technologie, ils peuvent trouver de nouvelles applications, de nouveaux usages. Qu'est-ce que vous voyez arriver comme truc un petit peu marrant, plutôt dans les applications grand public, Pierre Bonnard? Alors nous, on travaille essentiellement sur les enablers de ces applications-là, donc faire arriver la 5G avec toutes les bonnes caractéristiques pour pouvoir supporter ces applications. Et dans les applications, on voit, il y a eu des démonstrations, une de Qualcomm en particulier, je crois lors du Mobile World Congress, tous les contenus de très haut débit, plus haut débit que les contenus actuels. On voit que la vidéo, ça peut passer en quelques mégabits par seconde, à quelques dizaines de mégabits par seconde pour de la HD. Quand on commence à faire de la vidéo 360, vous imaginez, au lieu d'un écran, c'est des écrans sur une sphère, c'est-à-dire que vous en avez une grande quantité. Et ces contenus-là, en plus, en réalité virtuelle, deviennent interactifs. Donc là, il faut pouvoir faire passer des centaines de mégabits par seconde. On parle de jusqu'à 500 mégabits par seconde si on veut faire de la vidéo 360 haute définition. Les contenus n'existent pas encore vraiment aujourd'hui, pour cause, on ne sait pas les transmettre. Donc ça, c'est un exemple. Tout ce qui est immersif, les applications de réalité virtuelle sont des axes importants pour la 5G. Ensuite, dans les usages grand public, peut-être moins ludiques, mais il y a effectivement tout l'Internet des objets. On voit que, aujourd'hui, l'Internet des objets en est encore à son tout début. On voit quelques objets connectés, quelques montres connectées, et puis des choses un peu plus farfelues, des brosses à dents connectées, des chaussettes connectées, si, ça existe. Mais les vraies applications de l'IoT ne sont pas encore là. Et on pressent qu'elles vont arriver en très grande quantité. C'est-à-dire qu'on sait qu'on peut connecter, changer des métiers dans le monde de l'énergie, à la maison, dans la ville intelligente, sujet que vous connaissez bien. Et ça va faire arriver des quantités phénoménales de points connectés sur les réseaux. Et la 5G va permettre ça, mais ça va prendre encore un peu de temps. C'est-à-dire qu'il va falloir des nouvelles versions de la norme qui vont permettre de faire arriver des connexions dans tous les objets de la vie quotidienne, potentiellement. Et on y travaille là-dessus, et dans les versions futures de la norme, avec des laboratoires de recherche comme Centrale Supélec, permettre à la future norme 5G d'accepter cette densité qui peut atteindre, c'est les objectifs du standard, jusqu'à 1 million d'objets connectés par kilomètre carré. Ce qui est énorme, tout à fait. Jean Varaldi, vous aviez à Barcelone une démo assez marrante. Vous pouvez nous en dire 2 mots? On avait plusieurs, je ne sais pas laquelle. Mais entre autres, sur la réalité virtuelle, justement. Absolument. En fait, on avait une démonstration au salon à Barcelone qui était la suivante. On avait des lunettes de réalité augmentée qui étaient couplées à un réseau en 5G. Et parce qu'on était en 5G avec des débits élevés et une latence très faible, on arrivait à répartir les traitements qui doivent être effectués dans les lunettes d'un côté du réseau et de l'autre côté des lunettes. On avait donc toute la capacité de calcul dans le réseau, très gourmand et très performante, et avec la réactivité et le temps réel qu'il est nécessaire pour ne pas être, pour pas avoir la tête qui tourne et des choses comme ça.
Donc en couplant des débits élevés et en couplant une latence avec une latence très faible, on arrivait à avoir une expérience de réalité augmentée ou de réalité virtuelle, dans ce cas-là, qui était absolument unique. La démo, et sans fil surtout. Pardon, et absolument sans fil, oui. puisque aujourd'hui les meilleures expériences de réalité augmentée, elles sont quand son casque est connecté à un PC. Là, l'idée, c'était de déplacer le PC de côté du réseau et d'utiliser le réseau 5G pour pouvoir déporter le traitement côté réseau. Et donc là, il y a la démonstration qu'on avait était effectivement une démonstration grand public. On était immergé autour d'un certain nombre de robots et on pouvait se déplacer, on pouvait interagir avec les robots et avec un rendu visuel qui était absolument unique par rapport à ce qu'on pouvait connaître aujourd'hui. Donc ça, c'est un exemple. Alors c'était un exemple très, très ludique. Il y a des applications plus verticales, on va dire, dans le domaine de la médecine, dans le domaine de l'industrie, dans plein d'autres domaines sur lesquels ce type de technologie est tout à fait pertinente. Pour revenir sur la démo du casque de réalité virtuelle, est-ce que ça peut rendre les casques de réalité virtuelle moins chers? Parce que justement, du coup, vous mettez moins d'électronique dedans, on s'appuie plus sur le réseau. C'est un des enjeux aujourd'hui. Il y a les beaux casques de réalité virtuelle donnent une expérience assez fabuleuse, mais ça reste des choses assez chères, quoi. Et ils font un gros PC, etc. Alors, je vais répondre de la façon suivante en disant qu'une partie des traitements va être déportée côté du réseau, mais une partie du traitement sera toujours faite dans le casque. Pour quelle raison? Parce que d'abord, tout ce qui est gestion des mouvements, tourner la tête à droite, à gauche, en haut, en bas, et ainsi de suite, ça doit être fait dans le casque. Les capteurs locaux, oui. Il faut les capteurs locaux, et ainsi de suite. Ensuite, même si la latence est très faible, mais entre le moment où le casque renvoie les données au réseau, le réseau calcule un certain nombre de choses, renvoie les données au casque, il s'est passé entre 3 et 4 millisecondes. Alors 3 ou 4 millisecondes, ça vous paraît très très faible. Mais il faut quand même compenser ces 3 ou 4 millisecondes par des calculs dans le casque. Donc le casque ne deviendra pas un simple objet bête, on va dire. Il restera un produit assez performant et qui nécessitera des traitements toujours locaux. Alors, chaque nouvelle génération de téléphonie mobile était censée avoir ses killer apps. En fait, on attendait sur la 3G, on attendait la visiophonie, ça a été un fiasco parce que ça marchait pas bien. Pour la 5G, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on attend particulièrement? Je lance ça comme une question ouverte. Est-ce qu'on a identifié ce qui pourrait être une killer app ou pas? Pierre Bonnard? On a cité certains domaines d'application. Donc, réalité virtuelle, ça peut en être une. Il faut encore que ça prenne en volume et dans le mass market, ce n'est pas encore le cas. On a cité des domaines verticaux, l'Internet des objets, avec tout un tas de métiers qui vont pouvoir connecter leurs objets, connecter leurs process et les optimiser. On peut en citer plein d'autres comme ça. Vous dire laquelle sera la killer app, je ne sais pas. Je ne sais pas, et comme vous l'avez dit, pour la 3G, on ne savait pas non plus à l'époque, la preuve. Par contre, ça fait partie, je pense, des plans des opérateurs en permettant à tout un tas de marchés verticaux d'avoir de la connectivité propre, vraiment spécifique à leurs besoins, en latence, en sécurité, etc. On peut dire que ce serait un killer enabler si on continue dans les anglicismes. Donc on met en place, et c'est la volonté de l'Europe, beaucoup de projets collaboratifs européens sont axés sur cette démarche-là, mettre en place tous les moyens pour que le plus grand nombre d'industries puissent aller plus loin dans sa révolution numérique, quoi. Et dans ce sens-là, ce serait plus un enabler. C'est la boîte à outils qu'on donne, finalement c'est ça la voilà, killer app. Je crois qu'on a reconnu qu'on ne savait pas vraiment prévoir les killer apps et qu'il fallait mettre une boîte à outils la plus versatile possible à tous les marchés pour que chacun puisse faire émerger son application phare, quoi. Jean Vardy, oui. Oui, juste pour montrer à quel point on s'était trompé dans le passé. Au début de la 3G ou de la 4G, personne n'a jamais évoqué que la 3G ou la 4G allait révolutionner l'industrie du taxi, avec Uber et des choses comme ça. Personne n'avait prédit que la 3G ou la 4G allait révolutionner l'industrie de la musique. Aujourd'hui, toute la musique est en streaming et tout le monde trouve ça absolument normal d'écouter sa musique en streaming. Donc toutes ces choses-là, on ne les avait pas pressenties. Par contre, je pense qu'il serait une erreur d'attendre d'avoir imaginé la killer app pour avancer. Il est indispensable à toute l'industrie télécom d'avancer sur la 5G.
Et certainement que les killer apps ou des tiers sauront tirer parti de ces caractéristiques intrinsèques à ces nouvelles technologies, certainement d'une façon dont on n'a pas forcément aujourd'hui totalement connaissance. Mais il ne faut pas attendre d'avoir des certitudes pour avancer, sinon on ne fera pas grand-chose. Alors, entre l'apparition d'une nouvelle norme et la miniaturisation des composants, j'évoquais tout à l'heure la taille des premiers terminaux 3G, c'était la même chose pour la 4G. D'abord, c'est des grandes armoires électroniques et puis petit à petit, on miniaturise. Pour la 5G, quand est-ce qu'on verra des smartphones 5G ? Alors, et là, je pose la question particulièrement à Jean, parce que vous êtes dans les composants, donc c'est la base justement des smartphones. Absolument. Donc, l'objectif final, c'est d'avoir des produits 5G dans un facteur de forme équivalent à vos smartphones actuels. D'accord ? Ça, c'est l'objectif final. Pour ça, il y a plusieurs étapes. La première étape, qui a eu lieu déjà il y a plusieurs années, c'était de travailler sur des simulations, sur des gros ordinateurs, pour comprendre quelles étaient les technologies qui pouvaient répondre aux besoins. La deuxième étape, ça a été de travailler sur ce qu'on appelle des plateformes de développement, donc qui étaient des plateformes, comme on disait tout à l'heure, qui ressemblaient à des grosses boîtes à pizza ou des choses comme ça, sur lesquelles on a pu faire le développement et on a pu faire un certain nombre de tests de la technologie en grandeur nature. La troisième étape, c'est effectivement de miniaturiser tout ça, c'est-à-dire qu'une technologie qui est éclatée sur une plateforme électronique qui doit faire 1 mètre sur 1 mètre, eh bien, il s'agit de la mettre dans un composant qui va faire 10 mm sur 10 mm. Eh bien, aujourd'hui, on en est à cette étape-là. Aujourd'hui, on est en phase de miniaturisation. Cette miniaturisation, elle aura lieu en 2018. Et on devrait voir les premiers smartphones, donc smartphones 5G, en 2019. D'accord, donc ça va arriver assez vite. Ça va arriver très très vite. Et à l'occasion des grands salons de l'industrie, au CES ou au Mobile World Congress 2019, on devrait voir des smartphones 5G. Et alors, avec toutes ces capacités de débit pour gérer à la fois les très hauts débits et les bas débits, est-ce que les batteries ne vont pas être très rapidement pompées ? Est-ce que cette question est gérée aujourd'hui ? Est-ce un problème ou c'est déjà résolu ? Alors, à chaque changement de génération ou à chaque nouvelle technologie, il y a cette question de la consommation électrique qui est impactée de plusieurs façons. Une nouvelle technologie est souvent plus complexe, donc elle a besoin de plus de ressources de calcul et donc elle est plus consommatrice. Par contre, lorsque l'on fait des transferts de données, parce qu'elle est plus performante, ça dure moins longtemps. Donc, comme le téléphone va recevoir ou émettre moins longtemps, il va consommer moins par définition. La troisième caractéristique qui influence beaucoup sur la consommation, c'est sur la technologie de miniaturisation. Alors ça, c'est assez complexe. C'est une des caractéristiques essentielles des composants. C'est ce qu'on appelle la finesse de gravure. C'est le plus petit élément qui est intégré dans un composant. Alors, l'état de l'art aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le 10 nanomètres. Donc, chaque composant élémentaire dans un composant fait 10 nanomètres. Et l'étape d'après, c'est du 7 nanomètres. Et plus cette gravure est fine, et plus on gagne en consommation électrique dans les mêmes proportions. Donc, quand on passe de 10 à 7, on gagne 30%. Je crois qu'on a une rupture technologie à 5 nanomètres et après c'est les tubes de carbone, non après, sans partir dans le débat. Pour le moment, on passe à 7 déjà et chaque transition, c'est des milliards d'investissements en termes industriels. Ouais. Donc on fait étape par étape. Aujourd'hui, enfin la prochaine étape, c'est 7 nanomètres. Voilà. L'autre élément sur la partie consommation, c'est un élément de perception. Souvent, les gens disent « j'ai un téléphone plus performant, mais curieusement, ma batterie tient moins longtemps ». Oui, mais en fait, c'est parce qu'on l'utilise beaucoup plus souvent. Et donc, en fait, c'est plus un élément de perception qu'un élément réel. Si on devait fournir les mêmes performances que ce que vous connaissez aujourd'hui, avec les technologies qui étaient disponibles ne serait-ce qu'il y a 5 ans, votre téléphone, il tiendrait sans doute 1 heure ou 2, pas plus. Donc, il y a eu énormément de progrès qui sont faits, mais qui sont souvent effectivement compensés par le fait qu'on l'utilise plus souvent. Effectivement, on fait tout, on se déplace avec, on regarde les plans, il y a la géolocalisation toujours activée, on fait des virements bancaires, en fait, c'est vrai, tout à fait. Peut-être un petit Pierre Bonnard, oui. Un petit complément sur le sujet de l'autonomie. Du point de vue du constructeur de terminaux, il faut savoir ce qui consomme le plus sur un terminal aujourd'hui, c'est l'écran. Donc plus les écrans sont grands, plus on les regarde, plus l'autonomie de la batterie est atteinte. Et plus que le composant de communication lui-même, en fait.
D'autre part, pour ne pas éluder votre question, oui, il y a encore des questions ouvertes sur la consommation. Par exemple, aller dans les ondes millimétriques, c'est des nouvelles technologies, c'est de nouvelles technologies d'amplificateurs en particulier, ce qui permet d'augmenter la force du signal, qui sont plus consommants. Donc il y a pas mal d'études, les fournisseurs retravaillent à des optimisations, et la norme elle-même continue de travailler à des profils de moins en moins consommants, et ça va continuer d'évoluer, parce qu'une fois qu'on a enlevé les écrans, quand on est dans le monde de l'IoT, effectivement, là, il ne reste plus que le chip et l'amplificateur. Et autour de ça, il y a encore pas mal d'études pour qu'on puisse arriver à des années et des années d'autonomie pour les objets très embarqués. Mais on a déjà des premières solutions. Pardon, je vous interromps. Alors justement, beaucoup de ces objets connectés utilisent, et ce sera ma dernière question, utilisent des réseaux bas débit de type Sigfox ou LoRa, donc qui sont la plupart du temps indépendants des opérateurs. Enfin, LoRa est exploité par certains opérateurs, Sigfox est tout à fait indépendant. Est-ce qu'avec la 5G, donc qui peut gérer aussi des objets connectés, ces acteurs vont-ils disparaître? Est-ce que cela remettra les opérateurs mobiles traditionnels au centre du jeu? Est-ce que tout ce qui est objet connecté va passer par les opérateurs mobiles qu'on connaît habituellement? Pierre Bonnard, quelle est votre vision là-dessus? Je peux donner mon avis sur ce sujet-là. Donc c'est moins celui de ma société. On fabrique des terminaux, mais en tout cas mon avis personnel sur le sujet, du point de vue technologique, je pense qu'on est sur des performances comparables en termes de portée, de capacité à pénétrer dans les bâtiments pour aller adresser des objets type des compteurs, etc. Donc simplement le standard mobile, celui qui est traité par le 3GPP avec les opérateurs, etc., a une puissance de feu, je dirais, et d'évolution qui est quand même plus importante que des normes, plutôt que des technologies propriétaires, où là, des investissements de R&D nettement moins importants. Donc sur le long terme, je pense que les technologies d'opérateurs issues de la 5G ont des plus grandes perspectives. Mais je pense que le problème, il n'est pas vraiment là. En fait, si on veut, c'est ce qu'on mentionnait tout à l'heure, vraiment passer à une grande échelle, avoir ce potentiel million d'objets connectés par kilomètre carré, il faut avoir des fréquences. Le faire uniquement en non licencié, c'est pas forcément réaliste. Donc il faut avoir des fréquences, il faut opérer des réseaux complexes. Je ne suis pas sûr que ce soit le métier d'un vertical, forcément d'opérer un réseau pendant des années. Donc il y a une logique, je dirais, à ce que l'opérateur télécom redevienne au centre de l'Internet des objets, parce que c'est son métier, je dirais. C'est aussi simple que ça, en fait, la réponse à la fin. Jean Varaldi. Ouais, juste pour préciser une chose, c'est que l'IoT n'a pas besoin d'attendre la 5G. Aujourd'hui, l'IoT en 4G est disponible, les technologies sont matures, elles sont déployées ou en cours de déploiement. Et donc l'IoT au sens massif du terme va déjà se produire en 4G. Si elle ne se produit pas en 4G, il y a peu de chances qu'elle se produise en 5G. Donc on a déjà du pain sur la planche, on y travaille sur plusieurs projets. Mais il serait faux de croire qu'il faut attendre la 5G pour déployer l'IoT au sens cellulaire du terme. Toutes les technologies sont aujourd'hui disponibles sur la table pour permettre ça dès aujourd'hui. N'attendons pas la 5G pour déployer l'IoT. Bien, ça pourrait être le mot de la fin parce que le temps tourne. On peut prendre éventuellement des questions si vous avez des questions dans la salle pour nos speakers. Sinon, vous pouvez de la même manière les poser à côté de la scène sans aucun problème. Si nous n'avons pas de questions, il me reste à vous remercier, mesdames et messieurs, de votre présence et de votre attention. Et merci, messieurs, de votre participation. Merci. Merci bien.